jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. Mon rôle change en fait tous les 6 mois. Je suis quelqu'un de très optimiste, je pense à un de mes plus gros défauts. Mes ancêtres étaient entrepreneurs. Je recrute des personnes pour pouvoir partir en vacances sereinement. On se retrouve toujours à distance, mais pas loin du cœur, avec mon compère Olivier Mathieu pour 40 nuances de Next. Olivier, fondateur de Price Minister, président de The Camp et vice-président de France Digital. Salut Olivier. Salut Thomas, toujours ravi évidemment d'opérer 40 nuances de Next avec toi. Je rappelle que tu es le cofondateur du collectif Les OVNIs et du studio Feuille Blanche, du brand studio Feuille Blanche. Et je crois qu'on peut également citer nos partenaires, sans qui 40 nuances de Next ne serait pas aussi puissant. Et oui, notamment nos partenaires médias avec Madines, La Tribune. Nous avons aussi un grand merci à partager avec France Digital et la French Tech, et un de nos partenaires plus récemment arrivé, mais tout au moins aussi important, avec Neuflis OBC. Ils partageront tous un certain nombre de questions à notre invité du jour. Il s'appelle Firmin Zocchetto, fondateur de Payfit. Il n'en est pas à sa première entreprise. Il va tout nous raconter. Bonjour Firmin. Bonjour Thomas, bonjour Olivier, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors, Firmin, avec Olivier, on a l'habitude de demander aux entrepreneurs du Next 40 de nous faire le pitch before and after, le pitch de leur début, et souvent le pitch a changé, comme les business models, ou en tout cas les business plans. L'entreprise Payfit est tellement récente qu'on se sent pas de te demander de répéter 2 fois le même pitch. Alors, on va te proposer de pitcher de manière un peu différente, nous raconter Payfit avec sa mission, sa vision et sa promesse. Alors, la vision qu'on a pour Payfit, c'est make work a source of fulfillment for everyone. C'est vraiment la vision qu'on s'est donnée avec 2 missions. Une vraiment tournée ouverte vers le monde, vers nos clients, vers les employés des petites boîtes, qui est de avoir un impact positif maximal sur ces petites boîtes. Et une deuxième mission qui est plus tourner vers nous-mêmes, vers l'intérieur, vers les payfitters, et de créer un environnement propice à l'épanouissement de nos employés que sont les payfitters. C'est les 2 missions qu'on s'est fixées. Alors je sais qu'Olivier a une question, mais je rebondis tout de suite là-dessus. Là, très récemment, vous avez annoncé une petite nouveauté pour ce que vous appelez les payfitters, c'est le fait de pouvoir travailler n'importe où et en fait quand on veut. Oui, le work from anywhere, c'est une politique qu'on a lancée en juillet. En fait, après on a fermé nos bureaux, comme pas mal d'entreprises au mois de mars, juste avant le confinement. On avait pris la décision de le faire une semaine avant le confinement. On avait anticipé. On a vécu en télétravail pour tout le monde partout en Europe. On a ouvert les bureaux et on s'est rendu compte que c'était le bon moment pour définir notre futur du travail. On a réfléchi, on a écouté pas mal les payfitters, et puis on a suivi nos intuitions en tant que fondateur pour construire le monde de demain, en tout cas à l'intérieur de Payfit. Et en juillet, on lance le Work from Anywhere, qui aujourd'hui permet aux payfitters d'aller s'installer à différents endroits, d'aller vivre par exemple à Lyon, à Marseille, de retourner de temps en temps au bureau à Paris, à Barcelone, à Berlin, en tout cas d'être beaucoup plus libre d'un point de vue géographique. Le Anywhere, je l'avais bien, mais j'avais cru comprendre le When You Want. Alors, on l'a appelé le Work from Anywhere parce que c'est ce qui traduit le mieux cette nouvelle façon de travailler. Mais effectivement, on a aussi de la flexibilité sur les moments de travail. Il faut que ce soit en accord avec les payfitters, avec le service qu'on a envie de fournir à nos clients. Mais l'idée, c'est de plus s'intéresser aux payfitters, à la manière dont ils vivent les valeurs, la culture d'entreprise, à quel point ils ont un impact en fait sur l'entreprise, à quel point ils contribuent au développement de Payfit, plutôt que là où ils se situent quand ils sont au travail, combien de temps ils travaillent, à quelle heure ils travaillent. Moi, ça m'intéressait de t'écouter, Firmin, sur la question de la croissance, que là on est déjà sur ton organisation, et l'entreprise a été créée très récemment finalement, et donc tu as une des plus belles trajectoires en termes de croissance.
Je crois que l'an dernier, vous avez annoncé une levée de fonds de 70 millions d'euros. Si tu devais présenter aussi Payfit en termes de chiffres, mais pas juste de manière statique, mais un peu en croissance, qu'est-ce que tu peux nous raconter pour qu'on mesure qu'est-ce que signifie ce fameux concept qu'on emploie beaucoup dans les startups, qui est celui d'hypercroissance? Est-ce que c'est en nombre de salariés, en nombre de clients, enfin les chiffres qui te vont bien? Parfois, on aime bien poser la question en disant dis-moi comment tu vas en 2 chiffres. Oui, Payfit a été créé en 2015 par 3 jeunes de 22, 22 et 24 ans. On a eu notre premier client il y a 4 ans, c'était mi-2016, et aujourd'hui on en a presque 5000 des clients. 4000 en France et un peu moins de 1000 en dehors de France. On est 500 dans la boîte, et c'est vrai qu'il y a 4 ans, on n'était encore que 5. Donc on est passé de 5 à 500 en 4 ans, et de 10 clients à 5000 en 4 ans. Derrière ces chiffres, il y a forcément des actions que vous avez mis en place. Et c'est quoi qui explique cette croissance selon toi, si tu devais nous donner la recette avec entrée, plat, dessert? Je dirais que en entrée, on a 3 fondateurs qui s'entendent extrêmement bien les uns les autres, qui se font confiance, qui sont très complémentaires. En plat, on a un produit qui répond à un réel besoin. On a tout de suite trouvé notre product market fit avec les startups et les PME françaises. Et on a pour pas mal changé leur vie. C'est grâce à notre produit, grâce à notre fameux langage de programmation, le Jetlang, pour résoudre ce problème des fiches de paie en France d'abord. Et puis en dessert, je dirais que c'est la culture et le poids qu'on met, l'importance qu'on porte à l'épanouissement des payfitters, qui se ressent dans tout ce qu'on fait, dans la manière de recruter, dans le choix des fonctionnalités sur notre produit. C'est un joli dessert. Et alors maintenant, vous proposez des accords MEV-20. En tout cas, c'est l'idée à vos clients. Je crois que vous êtes en train de nouer un certain nombre de partenariats avec pas mal d'entreprises pour des services associés. Oui, je pense à Swile notamment. Oui, l'objectif, c'est pas juste de proposer des services et un produit à nos clients, c'est aussi de créer un écosystème pour digitaliser la France et notamment les petites entreprises en France. Donc des entreprises qui partagent notre philosophie et qui apportent des services complémentaires qui sont souvent liés aux nôtres. Alan avec la mutuelle, on voit sur la fiche de paie, soit avec les titres restaurants, c'est aussi sur la fiche de paie. Il y a pas mal de sociétés comme ça. Je pense à Skello, à Snapshift, à Conto, qui sont liées et qui vont contribuer dans les années à venir, dans les décennies à venir, ça va prendre du temps, à digitaliser la France et à permettre aux PME et à leurs employés de mieux vivre. Et quand tu connais une telle croissance, et donc ça veut dire que tu as réellement répondu ce qu'on appelle parfois en américain un pain point, un problème, un point d'irritation sur le marché, donc là sur le marché des ressources humaines. Et du coup, mais la question un peu plus large que je me pose en termes d'état d'esprit entrepreneur, parce que tu as l'expérience et je crois que tu es aussi connu pour avoir lancé une startup très jeune, une première startup très jeune. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de la start-up à la scale-up? Quels sont, pour continuer et filer la métaphore de la cuisine qu'on a continué avec le restaurant, la secret sauce, la sauce secrète ou la recette secrète? Et est-ce que c'est quelque chose qui change aussi dans ton rôle? C'est-à-dire, la start-up, elle passe dans une scale-up, mais ton rôle toi-même, qui est au départ un lanceur de projet, entrepreneur, et qui devient et qui est aujourd'hui CEO d'une boîte beaucoup plus grosse de 500 salariés. Quelle est la recette qui fait qu'on passe comme ça de l'un à l'autre aussi vite? Je sais pas s'il y a une recette qui peut être utilisée par tout le monde. Je regarde l'expérience que j'ai vécue avec beaucoup d'humilité. Quand on était 5, je voyais ce qu'il y avait à faire pour qu'on passe à 30, à 50. C'était assez clair, mais je me disais pas avec certitude ce sera aussi limpide et ce sera moi la personne pour passer à 200, à 500. Au fur et à mesure, on franchit les étapes, on règle les problèmes, on s'entoure des bonnes personnes, on gagne en maturité. Et si en fait, c'est valable sur tous les postes, on grandit au moins aussi vite que la boîte grandit,
et qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait, au moins 95% de plaisir, même s'il y a plein de problèmes à gérer au quotidien, ben on peut grandir comme ça avec la boîte. Donc là aujourd'hui on est 500, je vois ce qu'il y a à faire dans les prochaines années et je regarde l'avenir plus lointain avec beaucoup d'humilité en me disant que voilà, je sais que mon rôle va encore évoluer, qu'il faudra que je m'adapte et pour faire de Payfit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, une boîte encore plus belle. C'est vraiment cette humilité, toujours apprendre, se remettre en question, s'entourer des bonnes personnes, alterner les phases de croissance rapide et de consolidation. Pour rebondir sur la question d'Olivier, je pense que ça intéresse pas mal d'entrepreneurs qui se projettent avec des entreprises en forte croissance. Très concrètement, le rôle du dirigeant que tu as été et que tu es toujours, en quoi il change et à quel degré, je dirais, personnel, quotidien, pratique, ça évolue. Quand on est, je peux faire une analogie assez simple, hein, allez, on va dire 5, 50, 500 employés. On va prendre ces 3 phases-là. À 5, en fait, le dirigeant, fondateur, CEO, c'est un constructeur. C'est un ouvrier, c'est quelqu'un qui fait, pas forcément avec ses mains, mais qui vraiment qui produit, qui va là où il y a besoin de lui, qui fait tout. Il y a pas il y a pas à recruter 10 000 personnes, à déléguer, à s'entourer. Enfin, il faut faire au départ. Il faut construire. À 50, c'est déjà un petit peu différent. À 50, on connaît encore tout le monde. Les phases de croissance sont pas non plus ultra violentes comme elles vont l'être plus tard. Donc le rôle évolue un petit peu. Il faut plus tout faire soi-même en fait. Il faut commencer à faire avec les autres. Il faut pas prendre du recul et puis décrocher complètement. Il faut vraiment faire avec les autres. C'est vraiment l'image de limite du capitaine sur le terrain qui est avec ses joueurs. À 500, en fait, on s'entoure beaucoup plus de personnes qui souvent viennent de l'intérieur et ont grandi extrêmement vite avec la boîte, connaissent super bien la culture, la boîte, et ont une learning curve qui est très impressionnante. Aussi des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ont passé 10, 15, 20 ans dans d'autres boîtes, en France ou ailleurs, et qui apportent de l'expérience, qui apportent à la boîte. Et du coup, là, c'est plus un rôle d'orchestrateur, de chef d'orchestre ou d'entraîneur, faire travailler les gens ensemble, s'entourer de gens qui sont tous plus brillants les uns que les autres, si possible plus brillants que soi-même et plus experts que soi-même dans chacun des domaines. Et ensuite, il faut faire jouer ces gens-là ensemble. Et est-ce que dans l'évolution de ton rôle, alors tu vas sans doute me dire que oui, mais est-ce que tu prends toujours autant de plaisir finalement à partir du moment où on pourrait imaginer qu'il y a peut-être un peu plus d'inertie? Est-ce que tu arrives à garder de l'agilité? Et quels sont les sujets sur lesquels tu penses qu'il faut que tu te concentres vraiment en tant que, ce que tu as dit, là, orchestrateur finalement, chef d'orchestre, et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire toi-même à ce niveau de maturité de l'entreprise? Oui, en fait, ce qui m'excite énormément, outre tout ce qu'on vit hein, dans l'aventure, le fait que j'adore bosser avec les payfitters, c'est que mon rôle change en fait tous les 6 mois. J'ai l'impression de changer de job et limite de boîte tous les 6 mois. Alors que c'est pas le cas, hein, mais on grandit tellement vite et je m'adapte que c'est ce que je ressens et ce que je vis. Et oui, je prends toujours énormément de plaisir à faire ce que je fais. Et je pense que le jour où ce sera plus le cas, je pourrais pas me forcer. De toute façon, je suis quelqu'un de passionné, donc je peux faire bien des choses pour lesquelles je suis passionné. En revanche, je peux être très mauvais si jamais j'ai pas la passion. Donc dans ce cas-là, il vaudra mieux que j'arrête très rapidement. Les choses que j'aime moins faire, c'est surtout en fait des choses que j'ai beaucoup fait et du coup où je me sens en confiance, que je maîtrise et où du coup je me dis que j'ai plus de valeur à apporter à la boîte si je le fais encore. Et du coup je préfère passer à autre chose et du coup structurer la boîte pour qu'elle soit plus dépendante de moi sur ces sujets. Et j'encourage chaque personne qui bosse chez nous, par exemple, à faire de même.
Tout à l'heure, on a évoqué ta première boîte, donc que tu as montée à 17 ans. Je crois que tu en as gardé notamment un de tes associés. Avec le recul, quelles sont les erreurs de l'époque? On fait tous des erreurs, t'en fais sûrement encore aujourd'hui, mais quelles sont les erreurs que tu n'as pas du coup refait avec Payfit? Ouais, c'est clair que ce serait trop beau de ne jamais faire d'erreur. La première boîte qu'on a lancée avec Guilain, Talkit, euh, j'avais 17 ans, c'était au lycée. Euh, bon, ça nous a permis de voir que on était fait pour travailler l'un avec l'autre, qu'on était professionnellement extrêmement complémentaires, en plus d'être amis dans la vie. Euh, L'erreur qu'on a faite, c'est peut-être que je sois, par exemple, resté en prépa à ce moment-là, et du coup, j'étais pas 100% concentré sur, euh, sur ce, sur ce projet de start-up. Il y avait d'autres choses dans ma vie, même chose pour Guilain qui avait un job à l'époque. Avec Payfit, on s'est installé en colocation avec, avec lui, avec Camille qui allait devenir ma future femme. Et on a fait que ça, c'est-à-dire du matin au soir, de 6h à 22h le week-end, on pensait qu'à ça et on avançait. Et c'était différent de faire ça pendant les cours, pendant notre première aventure. Et quand Flo est arrivé, ben, c'est pareil, il a fait que ça et voilà, on était extrêmement focus. On Mhm. pouvait pas ne pas y arriver. Il y avait que ça. Elle est devenue quoi la première boîte? La première boîte, on l'a arrêtée d'un commun accord. Après 1 an et demi de développement, on commençait à avoir quelques utilisateurs et puis on s'est dit que bon, on se retrouverait plus tard, mais qu'en tout cas là, il valait mieux arrêter là. C'est quoi qui fait un moment qu'on se dit ça a beau nous plaire, on a beau trouver ça intéressant, c'est mieux d'arrêter de passer à autre chose. Pas facile. Ouais, pas facile, mais on a senti qu'on avait pas assez d'énergie à consacrer à cette aventure. Et Guilain est comme moi passionné, donc enfin, c'est soit 0, soit 100. Soit il le fait à fond, soit il préfère ne pas le faire. Bah écoute, on voit un peu là, on est rentré un peu dans toute cette histoire entrepreneuriale, le début, etc. Moi, ce que je te propose, c'est peut-être aussi d'entrer un peu dans le dur, puisqu'on est aujourd'hui dans une situation un peu particulière, et c'est intéressant de voir comment un tel succès, une telle hypercroissance se trouve confronté à la crise actuelle. Donc j'envoie un petit jingle et on va rentrer dans cette nouvelle rubrique qui t'est consacrée. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Il y a encore beaucoup de télétravail en France. Le télétravail, il était monté à 25%, je crois, de la population active, mais il y en a encore 15%, soit 4 millions de télétravailleurs. Je me suis documenté pour pouvoir justement argumenter sur le fait qu'on est quand même encore dans une nouvelle situation qui reste inédite, mais avec laquelle on va vivre. Celle du virus aussi, mais celle des conditions de travail et d'organisation. Et évidemment, ton point de vue nous intéresse de deux manières, étant donné ta posture d'observation. C'est en tant qu'entreprise, tu l'as dit, avec la mise en place d'outils et d'organisation de télétravail pour Payfit, mais aussi ton regard du coup sur le télétravail de manière un peu plus large, puisque tu travailles finalement et vos clients sont aussi les RH, donc les gens en charge d'organiser le travail dans les entreprises. Alors, est-ce que tu as un enseignement fort là-dessus? Tu as vu ça, bon, forcément c'est une crise, mais c'est aussi une opportunité spécifiquement pour Payfit. Oui, c'est une opportunité pour Payfit et on va profiter du work from anywhere pour à la fois donner plus d'épanouissement aux payfitters et je pense aussi améliorer l'impact qu'ont les payfitters sur l'organisation et paradoxalement la productivité des payfitters. Il y a pas mal d'éléments. On va pouvoir recruter des gens qui sont par exemple partout en France et pas seulement dans certaines villes ou dans une ville. On va pouvoir permettre à des personnes qui avaient 3 heures de transport par jour de certains jours faire l'économie de ces temps de transport. Bon, ça va changer pas mal de choses sur les payfitters. Ça va nous permettre de, euh, de nous concentrer sur les performances réelles et pas le temps passé au bureau, qui est facile à monitorer, mais qui est souvent une mauvaise métrique. Bon, ça, c'est l'impact sur les payfitters. Après, l'impact sur les RH, nos clients, les entreprises en général, je pense qu'il faut faire extrêmement attention au télétravail. C'est une très 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 belle chose, mais comme
pas mal de sujets. Si il est maltraité, ça peut se transformer en une bombe redoutable. Avec, C'est quoi? C'est une question d'équilibre ou ça tient à quoi? c'est une question euh, d'éducation par rapport au télétravail, une question d'organisation de l'entreprise, de philosophie du travail. On voit par exemple que si c'est mal géré, il peut y avoir des dérives dans le télétravail, absence de déconnexion à son domicile par rapport au travail, isolement parce qu'on n'arrive plus à discuter avec les collègues. Et il y a plein de trucs super négatifs qui peuvent se produire si jamais en fait euh, la philosophie et l'exécution dans la société ne sont pas les bonnes. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu dresses à peu près toutes les critiques qu'il peut y avoir sur cette question du télétravail et dans le même temps, tu parlais de votre nouvelle organisation. Du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place pour éviter justement tous ces problématiques? En fait, structurellement, on a été bâti pour se permettre d'avoir une partie en télétravail. Typiquement, depuis 2 ans, on a toutes les 2 semaines un meeting avec tout le monde dans la boîte qui dure 45 minutes où on partage de manière transparente ce qu'on fait dans la boîte, les chiffres, les principaux challenges, ce qui est bien, pas bien, partout en Europe avec tous les payfitters. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2 ans. En fait, ça permet, dans le contexte actuel, que chacun sache exactement ce qui se passe et pas juste en fait les personnes qui sont au bureau. Si vous êtes dans une société où il n'y a pas ça, en fait, vous pouvez vite passer à côté de l'information si jamais vous n'êtes pas au bureau. C'est plein d'exemples comme ça. Des événements qui sont organisés, les process de formation dans certaines boîtes sont pas du tout digitalisés. Donc en fait, si on enlève la présence au bureau, on peut perdre énormément. L'organisation des réunions. Enfin, il y a énormément d'exemples auxquels il faut faire très attention. La relation manager-manager, nous, on accorde énormément d'importance chez Payfit à cette relation et on pense que un Payfitter va être en premier lieu heureux, accompli dans la boîte si son manager l'accompagne bien, fait bien son job, prend en compte ses demandes. Ouais, il y a des managers qui ne vont pas réussir à gérer des équipes s'il n'y a plus de présence au bureau. C'est une question aussi d'état d'esprit. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, c'est juste une question d'état d'esprit. Il faut que ces personnes trouvent des boîtes qui proposent des cadeaux de travail, que ça soit full remote, hybride, full office, qui correspondent. Alors c'est vrai qu'en ce moment le télétravail est au cœur de beaucoup de questions médiatiques, entrepreneuriales. Je trouve assez sain d'ailleurs que tu dises aussi que ça n'a pas que des avantages. Tu parles effectivement de détresse, d'isolation, etc. Ça implique des questions d'évolution peut-être du droit du travail, peut-être bon, évidemment des outils et aussi des organisations. Et on a justement une question, une première question surprise d'un de nos partenaires qui est le journal La Tribune, représenté par son directeur de la rédaction Philippe Mabille. Vous avez un message. Bonjour, j'aimerais connaître votre vision à moyen long terme sur les nouveaux outils digitaux qui pourraient accompagner la révolution du télétravail dans les entreprises. Est-ce que vous pensez que notamment de nouveaux outils de productivité pourraient accompagner ces changements structurels ? Il y a beaucoup d'outils qui sont en plein boom en ce moment. On peut penser aux visioconférences Zoom, à la messagerie instantanée avec Slack. Toutes les startups utilisent ces outils depuis des années et les entreprises traditionnelles vont se mettre aussi à utiliser ces outils dans les années à venir. Et c'est clair que là, ce qu'on a vécu ces derniers mois, ça va accélérer cette phase de digitalisation. J'en parle souvent avec mon père qui a une boîte de 100 personnes de BTP en Mayenne, qui est pas le secteur ni la région la plus digitalisée de France. Et c'est clair que ça va accélérer cette digitalisation. Il y a sur le secteur un peu plus RH, il y a pas mal d'éléments
Je parlais tout à l'heure de détresse, d'isolement. Il y a pas mal d'éléments qui sont de modules qui sont déjà utilisés par les plus grandes boîtes pour gérer leurs employés, pour faire par exemple des entretiens annuels, des meetings hebdomadaires réguliers, pour prendre le pouls de l'entreprise et savoir ce que pensent les collaborateurs de leur manager, de leur entreprise. Ça, en fait, c'est des outils qui existent déjà dans les boîtes du CAC 40 et c'est des outils en fait qui vont de plus en plus exister dans les plus petites boîtes parce qu'elles auront de plus en plus de personnes qui feront un petit peu, beaucoup de télétravail. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur un sujet sur lequel nous, Payfit, on se sent une responsabilité d'accélérer la digitalisation. Alors du coup, Thomas, si tu me permets, je prends aussi ma casquette de vice-président de France Digital, qui est notre partenaire aussi sur le podcast. Je suis schizophrène, j'ai plusieurs casquettes, mais Mais vous allez mieux maintenant. on va mieux. Ouais, c'est ça. Parce que je sais que je suis pas tout seul dans ma tête. Et en fait, le télétravail, c'est aussi une des préoccupations de cette association qui représente les startups et les investisseurs. Et donc, je prends les habits de Nicolas Brienne, qui est le directeur général de France Digital, et qui a fait appel dans la presse, qui appelle le gouvernement à rassembler les différents acteurs pertinents pour créer un véritable Grenelle du télétravail. Considérer qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été suffisamment pris au sérieux. Tout le monde s'y est mis un peu par contrainte, avec les points positifs. Probablement un certain nombre de chefs d'entreprise étaient réfractaires au télétravail par peur que ce soit juste finalement de la fainéantise des collaborateurs qui travailleraient pas très bien de chez eux, ou par peut-être peur aussi de dilution de la culture d'entreprise. Pour autant, maintenant, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, et voilà la question, Firmin, de créer un Grenelle? Est-ce qu'on doit changer la réglementation, changer un peu du point de vue gouvernemental? Est-ce qu'il faut une action, en tout cas législative, autour de cette organisation du travail, maintenant qu'on l'a appris un peu à nos dépens du fait de la crise? Alors oui, c'est vrai que toutes les entreprises n'étaient pas préparées comme on l'a été. On a vu par exemple des employés qui pouvaient pas travailler de chez eux, tout simplement parce que ils n'avaient pas d'ordinateur portable et que les données étaient sur l'ordinateur fixe dans l'entreprise, qui était impossible à déconnecter, branché avec des câbles. Enfin, bon, il y a eu des histoires assez rocambolesques. Donc oui, je suis favorable à l'idée de Nicolas de créer un Grenelle du télétravail, parce qu'en fait le monde évolue vite, les entreprises s'adaptent plus ou moins vite selon leur taille et leur maturité par rapport au sujet. Mais il faut absolument que la législation évolue sur le sujet et s'adapte à la réalité. Et pour ça, en fait, il faut pas juste avoir le législateur qui prend de nouvelles mesures très théoriques sur le sujet. On l'a vu avec par exemple le compte pénibilité il y a quelques années. Il y a plein d'exemples dans le droit du travail, on est bien placé pour le savoir, qui montrent que souvent c'est beaucoup trop théorique et qu'il faut absolument consulter les acteurs qui sont sur le terrain, qui vivent la chose et qui vont pouvoir aider à légiférer sur le sujet et à donner énormément de flexibilité aux entreprises pour ne surtout pas se retrouver avec un millefeuille social et où en fait les entreprises vont se retrouver bloquées et pourront pas faire appel au télétravail, ou alors pourront faire appel au télétravail mais dans une version tellement rigide qu'elles voudront même pas le mettre en place. Donc là, il n'y a pas de cadre, il y a très peu de cadre. Donc c'est, on va dire, bien pour les early adopteurs du télétravail, les pirates qui vont mettre en place à leur sauce leur organisation. On sait que ça va pas durer et qu'il va falloir un cadre beaucoup plus formel, sinon ça va partir dans tous les sens. Mais attention, quand on met ce cadre, de pas brider les énergies. Et donc, si le Grenelle du télétravail peut aider à ça, je suis favorable et je serais favorable également à participer à ce projet. Eh bien, le rendez-vous est pris. Moi, je suis favorable à ce qu'on te propose la question de notre autre partenaire média, Madines, avec la question de sa journaliste Géraldine Russel. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour à tous, voici ma question. La crise a-t-elle bousculé les prévisions de trésorerie de Payfit et les 70 millions d'euros que vous avez levés l'an dernier ont-ils été dépensés justement pour y faire face ?
Alors oui, forcément, là, une crise comme celle qu'on a vécue et qu'on continue de vivre depuis le début de l'année, depuis mars 2020, bouleverse les BP, les business plans, les plans de cash, de trésorerie, et du coup, on doit s'adapter. Les prévisions de revenus seront revues à la baisse, parce que la croissance va être plus faible. Les dirigeants, les RH, les directeurs financiers ont pendant le confinement d'autres choses à faire que de changer de système de paye. Donc bon, il faut prévoir ça. Il faut prévoir aussi le fait que l'économie va peut-être se contracter, qu'il y a des entreprises qui vont moins embaucher, qui vont faire faillite également. Donc on vit dans l'incertitude et il faut faire attention à ça et partir sur une croissance plus saine. Il faut pas non plus tomber dans la paranoïa et la paralysie. Il faut juste être encore plus rigoureux, encore plus sain. Et, euh, et on a la chance en fait bon, d'avoir une taille, un volume d'affaires et puis d'avoir levé suffisamment de fonds pour faire face en fait à cette crise dans la durée et ne pas trop dévier du chemin qu'on s'est fixé dans les années, décennies à venir. Ça c'est vraiment l'avantage de plus être tout petit et d'avoir levé pas mal d'argent auprès de personnes qui nous font confiance sur le long terme. Moi, je considère que vous avez aussi une double chance finalement dans cette crise-là. C'est pas forcément très décent de parler de chance, mais vous avez d'une part effectivement eu le talent, en tous les cas, de lever beaucoup d'argent il y a quelques mois, donc finalement ça permet quand même de tenir en période de crise. Mais il se trouve qu'aussi vous mélangez le point purement financier et cash avec un business model résilient. Mais est-ce que malgré tout tu as un point de vue sur parce que ça intéresse quand même tous les entrepreneurs ou les apprentis entrepreneurs, c'est dans la relation aux actionnaires en période de crise et parfois aussi la relation aux autres financeurs que peuvent être la BPI ou toutes les mesures qui ont été proposées par le gouvernement pour soutenir les startups. Est-ce que là-dessus, tu as une opinion? Est-ce que pour vous, la relation aux actionnaires a changé dans ton rôle de CEO et puis dans la relation avec les pouvoirs publics et donc cet écosystème qui est celui qui vous permet en tant qu'entrepreneur de traverser la crise? Alors non, la relation n'a pas fondamentalement changé. Avec les acteurs publics comme la BPI, on a la chance de les avoir accueillis à notre dernier tour de table l'année dernière. Ils nous ont soutenus comme ils ont soutenu des centaines de milliers d'entreprises pendant cette crise. Et je les en remercie. Je pense qu'ils font un travail formidable avec Nicolas. Concernant nos investisseurs. Oui, exactement. Concernant les investisseurs, non, notre relation n'a pas fondamentalement changé. C'est des périodes où il faut encore plus communiquer, être transparent, se dire les choses. La chance qu'on a eue, c'est que quand on a fait nos levées de fonds, on savait qu'on choisissait non pas une valorisation, un montant levé, un nom, le prestige, Vanity Metrics, on choisissait aussi des personnes qui avaient des valeurs, euh, dans des entreprises qui ont aussi des valeurs, et on savait en fait que ça serait positif à un moment ou à un autre sur le long terme. Bon, ça a été moins long terme que prévu, mais on l'a vu là ces derniers mois, on s'est pas trompé. Et en fait, quand vous travaillez, même si c'est des investisseurs, avec des gens qui partagent vos valeurs, qui vous font confiance, en fait, ça se passe bien. Les gens se font confiance et travaillent en harmonie. J'ai pas été surpris. J'ai été agréablement surpris. Ça a confirmé ce que je pensais. Je me permets d'interrompre, mais est-ce que parmi vos actionnaires, il y en a qui ont eu des réactions un peu de crainte ou est-ce qu'au contraire d'encouragement? Est-ce qu'ils ont peut-être même parfois donné des bonnes idées ou est-ce qu'ils sont plutôt juste ils vous font confiance et c'est vous qui proposez un plan et ils réagissent sans forcément être proactifs? Non, l'avantage quand on a des investisseurs qui sont engagés et qui croient dans le projet, dans les fondateurs, dans la boîte, c'est qu'ils ont envie de tout faire pour aider, d'être aussi à la hauteur de la boîte. Donc ils investissent de l'argent, mais ensuite ils investissent aussi du temps pour avoir de l'impact. Et faire confiance ne signifie pas ne pas donner d'idées. Moi, je suis ravi. Plus j'ai d'idées qui me sont données, après je filtre, plus je suis heureux. Donc ça c'est très profitable et très appréciable d'avoir ces idées.
Après, dans l'exécution, ils nous font confiance pour le reste. C'est après là-dessus, c'est toujours compliqué comme question parce que on se demande si vous pourriez dire autre chose que tout se passe bien si ça se passait pas bien, ou est-ce que c'est simplement parce que l'ensemble de nos invités sont des acteurs du Next 40, donc des boîtes qui de fait on le vend en poupe au-delà de la question de la crise et donc on le soutien de leurs investisseurs. Ouais, moi j'entends pas forcément des boîtes du Next 40, mais j'entends quand même pas mal d'histoires. Je pense que tout le monde a entendu des histoires avec des entrepreneurs, des investisseurs, et où ça se passe pas forcément très très bien. Où il y a des pressions qui sont mises de la part des investisseurs sur les entrepreneurs, des directions qui sont prises, qui sont imposées aux fondateurs par les investisseurs, et les fondateurs sont obligés d'exécuter. Enfin, ça existe quand même. Donc, moi, j'ai jamais vécu ça, et sinon, je serais, et tant mieux. Et sinon, de toute façon, je vous le disais tout à l'heure, hein, je suis quelqu'un de passionné, donc si j'avais vécu ça, je serais sûrement plus là. Mais on sait que ça existe, donc il faut faire. En général, quand effectivement, on choisit ses investisseurs. Quand ça arrive, c'est vrai que c'est souvent quand les chiffres sont un peu moins bons et quand la croissance est moins forte. Et il peut arriver que les investisseurs se posent la question de est-ce que c'est finalement ces entrepreneurs qui étaient bien, oui, enfin, et parfois ils remettent en question pas forcément la personne en tant que telle, mais disons le fait qu'elle a pas forcément les compétences pour aller au stade d'après. Et parfois c'est vrai. D'ailleurs, il faut bien dire, c'est pas toujours les entrepreneurs. Moi, évidemment, je suis plutôt des côtés des entrepreneurs. C'est pas que les gentils entrepreneurs et les méchants investisseurs, ouais. Ouais, en tout cas, il y a des questions d'engagement à long terme, mais il faut que ce soit partagé, ouais. Maintenant qu'on a fait un petit peu on a vu la résilience et la capacité de Payfit à s'adapter à la crise, voire à la transformer en opportunité. Moi, je trouverais intéressant, peut-être Thomas, qu'on passe aussi à la projection dans le futur. Direction vers le futur, Doc. I have a dream. Alors, on aime bien ce petit jingle de Martin Luther King, parce que c'est vrai que les entrepreneurs, pour nous, et notamment le Next 40, je rappelle, ce sont les 40 plus grosses startups françaises en termes de chiffre d'affaires et de levée de fonds. Ce sont, et tu en fais partie, des champions inspirants. Et donc, vous avez forcément, et tu as forcément, des idées aussi sur ce monde d'après. Et donc, ça nous intéresse de t'écouter là-dessus. Alors, notamment à travers des questions peut-être sur le monde de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il mériterait d'être revisité dans sa façon de penser, dans sa façon d'apporter des solutions, mais aussi peut-être plus spécifiquement sur le marché du travail. Est-ce que toi tu ressens quelque chose sur ce marché du travail qui fait qu'à un moment donné peut-être Payfit ne sera plus pareil? Si tu veux bien, Olivier, je te propose, comme ça on va faire une double question, ça risque de se rejoindre, c'est qu'on partage avec toi, Firmin, la question de notre partenaire Laurent Garret, le patron de Neuflize OBC. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour Firmin, votre société Payfit est en passe de devenir l'une des licornes européennes alors que vous avez à peine 30 ans. Vous êtes talentueux, audacieux et vous n'hésitez pas, s'il le faut, à braver le conformisme comme vous l'avez fait en créant une solution permettant de coder toute la complexité du droit français et avec le succès que l'on connaît. Et alors, pour un jeune entrepreneur comme vous qui fourmille de projets, quelles leçons tirez-vous de la crise sanitaire que nous traversons ? Une raison de plus pour continuer à avancer ou au contraire une opportunité de faire un pas de côté, de se réajuster, de réajuster vos priorités, voire votre business model? Merci. Ouais, c'est une question que je pense tous les entrepreneurs ont dû se poser ces derniers mois. Et sinon, c'est grave. Et sinon, oui, c'est qu'il y a encore une bonne part d'insouciance chez ceux qui se sont pas posé cette question. Je vais vous livrer ma version. Je pense que c'est un moment pour appuyer sur pause pour ensuite pouvoir grandir beaucoup plus vite. C'est un très bon article d'ailleurs de CEO de Stripe qui a écrit il y a quelques années sur ce sujet. C'est un moment en fait où on prend un petit peu de recul et on se demande ce qu'on a vraiment envie de faire à court terme, à moyen terme, à long terme. On se recentre sur ce qui est essentiel, ce qui est vraiment très très important. On consolide typiquement pour nous la paye en France et le service qu'on propose à nos clients. Et très rapidement, on se dit, en fait, c'est la destruction créatrice, c'est Schumpeter. Il
il y a en temps de crise, il y a plein de boîtes qui font mal, il y a aussi plein de boîtes qui se créent. C'est le meilleur moment, je pense, pour créer sa boîte. Il y a plein d'opportunités. Et pour les boîtes existantes, il y a plein aussi d'opportunités. Et du coup, très vite, on reprend une stratégie offensive, on appuie sur l'accélérateur, on fait preuve de créativité, on met tout le monde en mouvement et on repart avec d'un côté la volonté d'être focus, de consolider sur ce que sont les fondamentaux, et puis de l'autre côté quelque chose qui est de créativité, de la niaque dans les années à venir, qui va nous permettre en fait d'être encore meilleur, d'être encore plus ambitieux et de se dire que on vit dans un monde avec des hauts et des bas, des phases de décélération, d'accélération, et que ça nous a un peu sorti, cette crise sanitaire, du train-train. Voilà, ça fait 5 ans qu'on a monté la boîte. On n'est pas dans un train-train, quoi. On est toujours en prise. C'est un bon état d'esprit qui consiste à dire que c'est nécessaire et peut-être vital de sortir de sa zone de confort. Et du coup, là, tu viens de nous livrer un peu la méthodologie ou un point de vue sur cette crise-là. Est-ce que tu peux, ou j'irais, comme on dirait aussi en anglais, un peu sans bullshit, nous révéler quelques éléments de réflexion sur l'évolution de ta feuille de route, la feuille de route de PayFit, si c'est possible ou si c'est pas encore trop secret, mais est-ce qu'il y a des choses que vous aviez en tête finalement début 2020 et qui aujourd'hui sont sortis de la feuille de route, d'autres qui sont entrés au-delà de l'adaptation à la crise, je veux dire de manière un peu plus structurelle dans votre organisation ou dans votre business model ou dans le développement des produits et services que vous proposez? Le meilleur exemple, c'est concernant le développement international. On s'est recentré sur l'essentiel, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie. Que vous veniez de lancer pendant le confinement ou juste avant. En mars. Oui, l'Italie, on l'a lancé pendant le confinement, les autres pays un peu avant. On n'a pas loin de 1000 clients en dehors de France. Mais voilà, c'est un moment où on s'est dit, on veut faire de la croissance dans ces pays et rendre service à des milliers d'entreprises en dehors de France et avoir vraiment un impact européen et pas juste français, construire un champion européen, pas juste un champion français dans les années à venir. Mais on va prendre le temps pour le faire et on va le faire de manière saine. Et en dépensant peut-être moins d'argent, en recrutant peut-être moins vite. Voilà, c'est typiquement le genre de décision qu'on prend quand on est face à une crise sanitaire. Mais du coup, on fait les choses mieux. On fait les choses mieux avec moins de ressources. Je me posais aussi la question un peu du rôle à la fois des fondateurs, du management dans ce monde d'après. On peut se poser des questions peut-être un peu sociétales. Parce que finalement c'est aussi un monde. Quand on parle de télétravail, par exemple, on parle de changement d'organisation, de relations à l'entreprise, au stress, mais on parle aussi du fait de faire moins de déplacements, donc peut-être moins d'embouteillage, du coup moins de pollution. Mais il y a aussi eu évidemment des problèmes dans la crise sanitaire qui sont liés à la solidarité, même au rôle de l'État, à la mobilisation de certains entrepreneurs sur des causes. Est-ce que vous avez eu des gestes ou est-ce qu'il y a une notion un peu d'engagement chez PayFit ou chez les entrepreneurs que tu peux trouver intéressante et utile et qui pourrait perdurer après la crise, tu vois, de complémentarité en gros entre le privé et le public? Oui, il y a quelques exemples. Bon, déjà, il y a pas mal de partage qui s'est fait pendant cette crise entre les entrepreneurs. Moi, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs ces derniers mois, surtout via Zoom. On essayait de partager un peu nos visions de la crise. On se donnait des tips mutuels. Il y a des groupes aussi, que ce soit via les investisseurs ou alors le groupe du Galion qui réunit des centaines d'entrepreneurs, où c'était très agréable d'échanger. On a vu ce que faisait la BPI, même le président Macron il y a quelques jours. Je vais rencontrer la semaine prochaine Cédric O. Il y a pas mal de solidarité en fait dans l'écosystème, je trouve. J'ai vu passer ce matin un post de Jean-Charles Samuelian, le patron d'Alan, qui disait qu'il avait 5 idées à partager avec le président pour créer des boîtes à 50 milliards d'ici 5 ans, je crois, que c'était 5 ans. Est-ce que du coup tu as pu échanger avec lui et tu peux livrer quelques idées ou est-ce que toi-même tu as d'autres idées de boîtes que tu n'auras évidemment pas le temps de lancer mais qui pourraient avoir une place assez importante en France et au-delà? Ma vision, c'est que les idées, il y en a énormément. Ça coûte pas très cher.
mais que entre une idée, une boîte à 50 milliards, ne serait-ce qu'à 1 milliard, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de talent, de réussite parfois, d'amour pour ce qu'on fait. Et c'est surtout sur ça qu'il faut qu'on se concentre. Et c'est surtout ça qui est très présent, je pense, en France par rapport à avant. Là, on voit qu'on a des boîtes qui ont des potentiels énormes pour faire des choses très très belles dans les années à venir. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'il va y avoir de très 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 belles boîtes dans les années et dans les décennies à venir qui vont venir de France. Ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières années par rapport à d'autres pays comme les États-Unis. C'est vrai que cette remarque de Jean-Charles de la startup Alan, elle est venue d'une discussion qu'on avait avec France Digital quand on a eu le plaisir d'être reçu à l'Elysée en début de semaine, et donc on a interpellé notamment Alan et quelques autres, on a interpellé le président en disant il ne s'agit pas seulement d'avoir des licornes, et pas forcément de courir derrière ce concept qui est celui des entreprises à 1 milliard d'euros, parce que ça reste finalement encore il y a des décacornes qui sont encore plus grosses, et donc ça pose la question de ce monde d'après. Je reste dans le sujet qui est celui un peu de la souveraineté numérique, et c'est probablement un sujet qui intéresse aussi Payfit. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des outils, des entreprises qui créent encore plus d'emplois en France avec des technologies made in France, mais également pour des questions de protection des données, par exemple. Est-ce qu'il y a des combats de lobbying que toi tu peux avoir envie de mener en tant que Payfit? Par exemple, peut-être dans la relation aux administrations, aux services publics, quand il s'agit de vendre des solutions logicielles en France, très souvent on voit que sont préférés les outils américains pour différentes raisons de perception, de marketing, etc. Peut-être aussi de qualité, enfin sans dire qu'on fait pas de la qualité, j'imagine que ça fait aussi partie des sujets de choix. Oui, en tout cas, il y a des entrepreneurs français qui s'agacent un petit peu de ça, alors qu'effectivement, on voit bien dans les RH on a eu HR Path dans le podcast. Aujourd'hui, on a Payfit, donc on a des savoir-faire formidables, et dans la santé, c'est le cas également. C'est vrai, mais tu vois, tout à l'heure, Firmin, enfin juste pour rebondir, Firmin, il citait Zoom et Slack. C'est vrai. Non, mais il faut prendre le temps de construire de très belles boîtes avec les talents qu'on a. Et c'est clair que, pour un exemple, l'Élysée qui change de système de paye et qui utilise un acteur britannique ou américain, il faut qu'il puisse quand même trouver l'acteur français qui va lui proposer une solution qui va répondre à ses besoins et à ses nombreuses prérogatives en termes de sécurité. Si ça n'existe pas, elle sera obligée de choisir une solution qui n'est pas en France. Si nous, qui sommes une solution française, on n'a pas une ambition de créer une boîte à 10 milliards, à 50 milliards sur le très long terme, avec pas seulement une visée française, mais européenne, voire mondiale, mais oui, c'est clair que on peut vite se faire bouffer par les autres. Si notre ambition c'était de vendre Payfit dans quelques années à un géant britannique comme Sage ou américain comme ADP ou Intuit, c'est clair que c'est le chien qui se mord la queue, et du coup la France ne progressera pas, quoi. Du coup, alors deux questions, parce que tu évoques des reventes à des grands groupes. Silae, qui était un des concurrents, a été racheté. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez un jour éventuellement, ou comme tu le dis, l'idée c'est de devenir le champion européen, voire mondial, quoi qu'il advienne, et quelles que soient les propositions qui pourraient être faites. Et Émile, je vais déjà te laisser répondre à ça, parce que ça n'a rien à voir. C'est pas un objectif en soi de se faire racheter. On a un modèle qui est très sain, comme l'a dit Olivier. On propose un service à nos clients qui est récurrent, avec une certaine stickiness, et je pense qu'on pourra rester indépendant dans les années à venir si on continue à grandir rapidement et sainement comme on l'a fait depuis le départ. Et alors mon autre question, alors justement, tu parlais de souveraineté
Olivier, je sais plus, c'est un très bon article de Madines ou un très bon article de La Tribune, donc que l'un ou l'autre ne m'en veuille pas, mais justement qui disait qu'aujourd'hui la plupart de nos boîtes, notamment au Next 40, avaient une grande partie de leurs investisseurs qui étaient de fait étrangers, notamment parce c'était compliqué peut-être de les trouver en France et que ça questionnait beaucoup le gouvernement. Ben oui, non, c'est sûr que nous on était très heureux d'accueillir au dernier tour Euraseo et la BPI et de pas forcément avoir des fonds américains ou asiatiques. Après, il y a certaines startups qui n'ont pas le choix ou qui ont envie d'attaquer le marché américain et d'aller lever de l'argent avec des personnes hors de France. C'est clair que nous, si on peut continuer à avoir une histoire française, européenne et faire profiter les talents français, les capitaux français, de belle histoire, ce sera une satisfaction supplémentaire qu'on aura en tant que fondateur, c'est clair. Eh bien, comme tu le sais sûrement, Firmin, au-delà de l'aventure entrepreneuriale et des boîtes du Next 40, nous, ce qui nous intéresse justement, c'est les fondateurs. Qu'est-ce qui les a forgés, d'où ils viennent, pourquoi ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, ça a peut-être un impact sur la réussite de leurs entreprises. Je vous propose donc, messieurs, sans transition, de vous retrouver dans quelques instants pour un deuxième épisode, en tout cas la deuxième partie de l'épisode de Firmin Zocchetto dans 40 nuances de Next. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.